Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce webinaire Les déjeuners du partenariat en santé, donc qui a pour thème aujourd'hui les soins primaires. Donc, merci d'être là et donc aujourd'hui nous sommes nombreuses pour explorer avec vous le partenariat en santé dans les soins primaires à partir de deux expériences concrètes, d'un document ressources et d'échanges en direct. Du coup, vous avez des co-animatrices qui vont se présenter tout à l'heure quand elles prendront la parole pour présenter leur slide, pour laisser du temps pour les échanges de trois structures. Donc, le Centre opérationnel du partenariat en santé qui vous accueille aujourd'hui, France Asso Santé Occitanie et la FECOP. Donc, chacune pourra se présenter. Moi-même, je suis Fabienne et je suis passante partenaire ressources au COPS. Nous aurons ensuite le partage d'expérience de Eliane Soukas-Piquemal à la Maison de santé pluriprofessionnelle de Rieux-Volvestre. Ensuite, le retour d'expérience de l'implication d'un usager dans le dépistage de la perte d'autonomie à la MSP de Valras-Plage par Laurence Safon. Ensuite, nous verrons un petit peu les ressources disponibles dans le guide du partenariat en santé dans les soins primaires. Et on finira, le meilleur pour la fin, par des échanges en direct. Donc, bien entendu, pendant toute la durée du webinaire, on vous demande de laisser les micros fermés quand quelqu'un d'autre s'exprime. Vous pouvez utiliser le chat, le panneau de discussion pour poser des questions, voilà, pour ne pas les oublier pour la fin du webinaire. Si c'est possible, si vous pouvez vous nommer de façon à être reconnu, ça peut être plus sympa. Et puis, voilà, on va essayer de tenir les temps. Du coup, je laisse la parole à Catherine pour présenter le COPS et quelques points clés. Voilà, Catherine Corbeau, très heureuse d'être avec vous, vraiment. Moi, je suis de la perspective médecin de santé publique dans ce COPS, qui est un dispositif qui est financé par l'ARS, porté par l'association Savoir Patient. À ce jour, on a quand même 45 structures, 70 personnes dans le comité des partenaires, qui est toujours ouvert. Donc, les partenaires, c'est tous les gens de la communauté, soignants, patients qui ont envie de s'engager dans ce partenariat. Un comité de pilotage qui est fait de 14 binômes. On aime bien travailler en binôme. Et dans ces binômes, il y a France Asso Santé et FECOP qui sont depuis le début des membres très actifs, qui ont même fait partie de l'impulsion de ce COPS, puisqu'a créé le COPS depuis les années 2019. Et 250 personnes qui sont membres de cette plateforme collaborative qui l'alimente et qui s'en alimente aussi. On a aussi des comités techniques qui, sur certains sujets, on peut faire appel encore à d'autres acteurs ressources. Et on va voir un petit peu avec vous quelles sont nos missions. Vous voyez des belles bulles qui se ressemblent, enfin, qui se rassemblent plutôt. En gros, c'est rendre opérationnel ce partenariat en santé. Dans la région Occitanie, ce genre de dispositif n'existe pas partout, certains nous l'envient. Donc, c'est l'ARS Occitanie qui a vraiment eu envie de soutenir ce partenariat en santé. Quand on dit partenariat en santé, c'est vraiment penser, agir ensemble pour le bien-être physique, mental et social de chacun, où qu'il soit, professionnel, patient, usager, on va voir un petit peu. Comment l'important, c'est de reconnaître et de s'appuyer sur les compétences et la complémentarité des expériences. Chacun a ses savoirs, ses compétences. Et l'idée, c'est de les partager pour construire ensemble, décider ensemble, mettre en œuvre ensemble des projets euh, pour le bien-être de tous. Quelques outils particuliers, c'est cette plateforme collaborative. On va sûrement vous le mettre dans le chat parce que vous l'avez dans toutes nos signatures et c'est l'outil où on vous invite à venir découvrir tout ce qui se passe. On a un certain nombre d'actions régulières, beaucoup en visio, comme des ateliers d'échange de pratiques, comme des expériences, comme ces webinaires. Des appuis sur le terrain, et ça, on vous en parlera en particulier à la fin, parce que l'idée, c'est de mettre toutes les ressources de la communauté au service de ceux qui veulent aller plus loin pour mettre en acte. Et le focus aujourd'hui, c'est particulièrement dans les soins primaires.
Voilà, donc on a eu une belle, et très riche rencontre et occasion de travailler ensemble, FECOP, France Asso Santé et COPS. Alors, quand on parle de l'implication des usagers, vous voyez qu'il y a beaucoup de monde autour des chaises, beaucoup de mots. Ben, il y a plein d'acteurs, des professionnels et des gens qui sont des usagers ou des patients ou des proches. Et tous ces gens-là, ils peuvent progressivement devenir patients professionnels partenaires, patients partenaires. On peut être patient partenaire dans de l'individuel, dans du collectif, on le verra après, dans des actions de formation, dans de la recherche. Et une façon particulière. Donc, on va vous indiquer aussi, vous voyez, tous ces mots, ils peuvent faire peur. C'est juste pour travailler ensemble, on sait que c'est important de se comprendre, de mettre la même chose sous les mots. Donc, on a un petit lexique auquel vous aurez accès si vous souhaitez continuer dans ce dialogue. Donc, l'idée, c'est vraiment cette collaboration et les patients qui s'engagent en tant qu'usagers, que représentant des usagers, ben, c'est France Asso Santé qui a un rôle essentiel pour animer ce rôle. Et je vais vous laisser Marina vous en parler. Merci Catherine, merci, bonjour à tous. Effectivement, alors France Asso Santé, c'est quoi? C'est l'union régionale en Occitanie des associations agréées du système de santé. Et au sein de ces associations, donc les bénévoles d'associations peuvent notamment souhaiter s'engager d'une manière, notamment de la représentation des usagers, comme l'a évoqué Catherine tout à l'heure. Mais aussi, il y a plein d'autres formes d'engagement qui sont possibles. On l'a vu dans la slide précédente. Nous, c'est vrai que l'objectif au sein en tant que France Asso Santé, pourquoi on s'implique justement dans ces soins de proximité, c'est qu'on pense que tout cet engagement, toute cette force de l'union des associations euh, permet aussi de voir et de réfléchir l'engagement citoyen et l'engagement des usagers d'une façon complémentaire à la représentation des usagers très institutionnels. Alors France Asso Santé, c'est quoi? Donc comme on l'avait dit, c'est l'union des associations agréées. Elle sensibilise et elle accompagne son réseau d'associations d'usagers du système de santé et donc elle anime particulièrement le réseau des représentants des usagers, mais pas que. Vous voyez donc tout un ensemble de missions qui vous sont présentées là sur cette slide. On va faire en sorte d'informer, là, notamment dans les soins primaires. Ça va être des campagnes d'information qui sont relayées par nos associations sur les soins coordonnés. Ça va être notamment des enquêtes de grande ampleur euh, sur le sujet pour essayer de voir un petit peu la connaissance de ces soins et l'utilisation de ces soins primaires, de ces soins de proximité par les habitants d'Occitanie. On forme aussi, on a une partie formation nos membres d'association et les membres et les représentants des usagers, en l'occurrence sur la connaissance des soins de proximité et sur le parcours de soins, comment aussi on peut s'engager pour essayer de fluidifier, de mieux coordonner ce parcours de soins. On propose aussi des avis, hein, des avis et on recueille justement l'opinion de nos associations, notamment pour le déploiement de ces soins de proximité et le partenariat dans ces soins de proximité, tant dans la relation individuelle que collective. Et puis d'autres formes aussi d'action pour animer notre communauté qui regroupe donc finalement des milliers de bénévoles puisqu'il y a plus de 80 associations agréées qui font partie de notre union. Donc voilà, c'est d'autant plus important pour nous de nous impliquer avec cette voix des usagers dans ce partenariat des soins de proximité avec le COPS et avec la FECOP en région où on a vraiment commencé à construire quelque chose de fort parce on est convaincu que ça peut répondre aussi aux futurs défis de notre société, à l'efficacité, à l'impact des soins en s'assurant d'une meilleure adéquation entre l'offre, entre les attentes des usagers et puis à mieux se comprendre. On verra un peu par la suite, effectivement, ce qu'il en est au niveau de la notion de partenariat.
Et Bonjour. donc, Merci Marie-Laure. on va poursuivre avec la FECOP. Donc, bonjour à tous. Donc, Élodie Daubert, chargée de mission pour FECOP. Donc, c'est la Fédération de l'exercice coordonné pluriprofessionnel en soins primaires. Donc, une des fédérations régionales, puisque nous avons aussi une fédération nationale avec santé. Donc, nous, qui on est? Ben, on est une fédération de professionnels de santé libéraux qui accompagnons les structures d'exercice coordonné. Donc, qu'est-ce que les structures d'exercice coordonné? Euh, Au niveau de la structuration en libéral, en tout cas, vous avez ces trois types de structures. Vous avez peut-être dû croiser pour les non-professionnels de santé et les professionnels de santé, c'est tous ces sigles, CPTS, MSP, ESP. On aime beaucoup les sigles. Donc, qu'est-ce que c'est derrière? Ben, vous avez tout d'abord, je dirais, l'entrée dans l'exercice coordonné, c'est l'équipe de soins primaires. Donc, c'est une structure composée de professionnels de santé qui ont envie de travailler ensemble sur des projets communs. Et tout ça, c'est noté dans ce qu'on appelle le projet de santé, qui est vraiment le cœur de ces structures, le projet de santé, où dedans, il y a, en tant qu'équipe, qu'est-ce qu'on souhaite faire? Donc, le but dans ces structures-là, c'est de pouvoir intégrer l'usager dans les projets de santé et qu'il fasse partie également de ces équipes, que ce soit fait avec les usagers. Donc, l'équipe de soins primaires, donc, sur le projet de santé, il y a du coup à minima un médecin généraliste et un auxiliaire médical. C'est une structure pour laquelle il y a des financements qui sont très limités et pour lesquels les axes de travail sont également peu nombreux. Il y a vraiment cette notion-là de vouloir aller en profondeur, en tout cas sur les sujets spécifiques, en lien avec les besoins et les envies des professionnels de santé et des usagers, des patients. Après, vous avez la maison de santé pluriprofessionnelle. Là, c'est comme pour le SP, c'est dirigé pour la patientèle de l'équipe. Toujours le projet de santé où pour le coup, il y a des attendus beaucoup plus précis que pour les ESP, du fait d'avoir des financements qui sont pérennes de la part de l'assurance maladie et l'ARS. Ce sont des financements qui sont annuels par rapport à ce qui est réalisé par l'équipe. Et là aussi, le but, c'est de pouvoir à terme travailler avec l'usager dans tous les projets de la maison de santé. Donc, toujours cette notion de partenariat en santé. Et vous avez donc les plus grosses structures que sont les CPTS, donc communautés professionnelles territoriales de santé. Ces structures-là sont plutôt toujours avec un projet de santé, mais à destination d'une population sur un territoire qui est beaucoup plus grand. Donc sur les CPTS, on est plutôt sur une approche populationnelle avec de l'organisation des parcours, etc. Mais là aussi, la volonté, c'est toujours que ce soit fait avec les usagers et les différentes parties prenantes, que ce soit du sanitaire, du social, du médico-social, les élus, un peu tout le monde. Et pour toutes ces structures, il peut y avoir des financements dédiés justement pour l'implication des usagers. On ne les détaillera pas aujourd'hui, mais n'hésitez pas effectivement à questionner les chargés de mission FECOP à ce sujet. Et donc, je laisse la parole à ma collègue Lisa pour vous expliquer pourquoi, du coup, au niveau de FECOP, ça a tout son sens de travailler avec les partenaires. Merci Elodie. Donc moi je suis Lisa, je suis également chargée de mission FECOP. Effectivement, aujourd'hui, aucun texte réglementaire n'impose la mise en place d'instances ou n'impose l'implication des usagers, n'impose d'aller vers de la démocratie sanitaire dans les structures d'exercice coordonné, donc dans les différentes structures que vient de vous présenter Elodie. Pour autant, on le sait, en tant que fédération régionale de l'exercice coordonné pluriprofessionnel en Occitanie, des structures se sont d'ores et déjà engagées dans ces démarches. Elles font d'ores et déjà état d'une plus-value de l'implication des usagers vis-à-vis de leur projet de santé, et d'autres sont aussi en questionnement actuellement. Donc pour nous, ça fait véritablement tout son sens, puisque FECOP, on est là pour apporter de l'expertise, du soutien méthodologique et accompagner vraiment les équipes pour leur donner des clés et aussi leur permettre d'opérationnaliser l'implication des patients au sein de leur propre équipe.
Donc pour nous, ça fait clairement sens et c'est ce qu'on vous a un petit peu décrit sur cette diapositive. Euh, c'est complètement faire face aujourd'hui aux défis actuels de notre société. Euh, Également, améliorer l'efficacité et l'impact des soins en s'assurant d'une meilleure adéquation entre l'offre, les besoins et les demandes en santé. Pouvoir, je viens de vous le dire, donner une place aussi à une vie démocratique dans le système de santé. Et on le sait, c'est évident, professionnels de santé et usagers sont des interlocuteurs indispensables pour partager ensemble sur des hypothèses d'organisation de soins, échanger sur des conditions d'accueil, sur des conditions de confidentialité, de pouvoir aussi s'exprimer les uns les autres sur les besoins, notamment les besoins non visibles, et pouvoir contribuer à la mise en œuvre et à l'évolution du projet de santé des équipes. Et je pense que les exemples qui vont vous être proposés par la suite vont rendre plus opérationnel ce qu'on vient de vous présenter. Merci beaucoup à toutes pour la présentation de vos structures et quelques points clés. Effectivement, l'exercice coordonné a déjà les valeurs et la culture du travailler ensemble. Et là, notamment avec les personnes concernées par une vulnérabilité en santé. Et donc, nous allons maintenant avoir, grâce à Eliane Soukas-Picamal, un retour d'expérience sur le projet Groupe de parole Parler le cancer à la Maison de santé pluriprofessionnelle de Rieux-Volvestre. À vous la parole, Eliane, et merci encore d'être là. Ah, on n'entend pas Eliane? Est-ce que Oui. peut-être... Eliane, elle a oublié de brancher le micro, forcément, que vous ne l'entendez pas. Donc, je vous disais bonjour à tous et je vous remercie infiniment de me donner l'occasion à nouveau de partager cette magnifique expérience qui dure maintenant depuis 13 ans, puisqu'il y a 13 ans, j'ai eu un cancer. En fait, ça a démarré avec mon envie, après la maladie, de donner du sens à ce qui s'était passé, à ce qui m'était arrivé. Et j'ai eu envie, pour ma première action, de mobiliser le village autour de la campagne Octobre Rose, en sollicitant bien sûr la maison de santé dans laquelle je travaillais. Et à cette occasion, donc, où le village a énormément répondu, à cette occasion, on avait proposé un groupe de parole autour du cancer du sein. Et je me suis aperçue, mais je n'étais pas très surprise, qu'en fait, c'est un groupe de parole qui a été, enfin, où il y a eu énormément de participantes. Et j'ai identifié très vite qu'en fait, il y avait des besoins. Rieux-Volvestre, c'est un village qui est à 50 km de Toulouse. Et en fait, sur Toulouse et sur l'Oncopole, il y a énormément de soutien pour toutes les personnes qui sont atteintes de cancer et pour les personnes qui sont dans l'après-cancer. Mais ça reste qu'il faut faire 50 km pour y aller. Et du coup, l'idée, c'était que nous, quand on rentre chez nous à 50 km, on se retrouve dans cet après-cancer avec quand même cette présence à l'esprit que cette maladie, elle peut repartir à tout moment, il faut apprendre à vivre avec. Et donc, en fait, l'après-cancer, c'est pas fini, quoi. On a encore besoin de soutien. Et donc, j'ai proposé à la maison de santé un petit peu d'expérimenter ces groupes de parole. Et on a ouvert donc d'abord sur le village la possibilité à des personnes de participer, des personnes malades de participer à ces groupes. Au départ, c'était donc plus dans l'après-cancer, mais en fait, très vite, les personnes atteintes de cancer sont venues aussi. Et en fait, il y a une espèce de petite dynamique qui s'est créée. Et ça dure maintenant depuis pas mal d'années. Je ne m'en souviens plus exactement. On a été, donc, on faisait, le groupe de parole était mis en place tous les mois. Alors, moi, j'en connais la nécessité puisque j'y suis passée, mais effectivement, il a fallu montrer. Alors, je ne sais pas si je suis dans l'ordre de ce que je vous ai dit et du diaporama là, mais il a fallu donc expliquer à la maison de santé que ce projet, eh bien, il avait du sens. Parce qu'effectivement, comme c'était moi qui le défendais et que j'étais touchée, je pouvais ne pas être très objective. Alors, il y a eu quelques réticences au départ, mais ils m'ont fait confiance et j'ai pu démarrer avec un groupe de parole tous les 2 mois avec l'envie que quelqu'un rejoigne le navire. Donc, j'ai eu
heureusement une psychologue qui est arrivée à la maison de santé, que je remercie infiniment, Marie, et Marie, donc, que vous avez eu la semaine dernière et qui, du coup, est venue rejoindre le navire. Et du coup, nous en sommes, enfin, moi, j'en suis ravie parce que voilà, dans la mesure où j'avais besoin d'un regard extérieur sur ces groupes, parce que je sais que nous sommes des personnes vulnérables et qu'il faut faire très, très attention à tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut véhiculer. Du coup, donc la présence de Marie tombait vraiment bien. Et effectivement, ces groupes de parole, et bien maintenant, c'est exactement tous les mois. Ils se sont ouverts donc avec des personnes qui ne sont pas uniquement atteintes de cancer du sein, mais d'autres pathologies. Et c'est un groupe qui est mixte et ce sont des gens qui reviennent régulièrement, à tel point que donc, nous avons un groupe de parole tous les mois, un groupe de parole que nous avons aussi 2 fois par an ouvert aux accompagnants, et nous avons systématiquement beaucoup de patientes, des patientes qui traversent le cancer, des patientes qui viennent d'apprendre qu'elles ont le cancer, et des patientes qui sont dans l'après-cancer. Et je dois dire que la solidarité qui existe entre ces personnes est extrêmement touchante, parce que on se rend compte que ces groupes de parole sont devenus un sacré soutien pour tous. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout. J'y suis allée sans suivre le programme. Fabienne, à l'aide, est-ce que j'ai tout dit? Oui, mais non, non, alors merci, non, Ah, c'est s'il un vous vrai plaît. partage spontané. Donc, en préparant le webinaire, vous aviez fait part justement de cette petite difficulté au départ pour les professionnels, de bien percevoir le besoin qu'il pouvait y avoir à créer ces groupes de parole. Et du coup, vous aviez identifié plusieurs leviers qui apparaissent à l'écran pour que ce projet, dans une démarche de partenariat en santé, patients partenaires ressources et professionnels de la maison de santé puissent se réaliser. Est-ce que vous voulez bien peut-être nous les détailler? C'est aussi un peu ce Oui, qui peut aider d'autres personnes à se lancer, en fait. Qu'est-ce qui est ok, aidant? ok, tout à fait. Je crois que la première chose que je dirais, c'est que toute personne qui est atteinte d'un cancer n'a le sentiment n'a le sentiment d'être comprise que par quelqu'un qui a traversé cette épreuve. Et j'ai envie de dire que c'est un maillon du chaînon qui conduise à ce que finalement ce soit pas insurmontable, la traversée de cette maladie. Et je crois que effectivement, dans ces groupes de parole, il y a des explications qui sont redonnées, qui ont été peut-être des choses qui n'ont pas été comprises par les médecins et réentendues par des malades qui ont eu ce vécu et qui partagent leur expérience. C'est extrêmement rassurant pour les patients qui sont en train de traverser cette maladie. Donc ça, c'est la première chose importante. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais j'espère que oui. Oui. Euh, voilà, l'important pour moi aussi, c'était, et même pour l'équipe, parce que je crois que du coup, ça a rassuré pas mal, c'était que ce projet, je ne le mène pas toute seule. L'important, c'était vraiment qu'il y ait un œil extérieur. Et c'est encore mieux que ce soit la psychologue. Voilà. L'autre chose, effectivement, qu'on avait évoqué hier avec Fabienne, c'est qu'en fait, l'une et l'autre, on peut arriver à ne pas être d'accord. Et du coup, on en parle, on débriefe. Et chacune, ça permet à l'autre de se remettre en cause. Et c'est vrai que des fois, sur les attentes, forcément, moi, j'ai pas les mêmes attentes en étant patiente qu'elle ne les a en tant que psychologue. Et je la remercie parce qu'elle a toujours l'impression de ne pas en faire assez, mais sa présence est hyper importante. Mais effectivement, elle est toujours en train de rebondir sur par exemple, des choses qui sont évoquées plusieurs fois lors de la réunion. La difficulté à ne plus, pardon, à ne plus avoir de cheveux, enfin, plein de petits soucis sur lesquels elle rebondit et sur lesquels elle essaye un petit peu d'approfondir pour aller un peu plus loin. Quelque chose aussi qui a été très important pour moi, et si je suis là aujourd'hui, c'est bien grâce à elle, c'est l'appui de la coordinatrice que nous avons à la maison de santé, Luce, et qui, elle, me soutient depuis le début. Et depuis le début, elle a cru à ce projet, et je l'en remercie parce que ce projet, on est allé le défendre loin. On est allé au congrès de la médecine, congrès national. Ça a été très impressionnant.
et nous avons été récompensés d'un coup de cœur. Donc, ça m'a extrêmement touchée. Et c'est vraiment grâce à elle qu'on peut l'exporter, ce projet, parce que l'idée, c'est que ça se développe. C'est pour ça que je vous remercie de me permettre d'en parler. C'est vraiment que ça se développe, parce que je vous assure que pour les patients, c'est extrêmement important de ne pas se retrouver isolés dans cette maladie. Je crois que ça contribue énormément à l'acceptation des traitements, des suivis par la suite. C'est un soutien qui est apporté dans ce groupe et qui fait que, à la maison, on est beaucoup plus disponible et beaucoup plus moins recentré sur sa maladie. Voilà, donc ce que je voulais rajouter, et j'ai bientôt fini, c'est que nous sommes effectivement, grâce à la coordinatrice, alors au départ c'était du bénévolat, mais la maison de santé a souhaité que nos interventions soient financées, est un financement, et donc c'est financé par les ACI. Voilà, toutes les deux intervenantes, nous sommes financées par l'ACI à chaque fois que nous intervenons. Voilà, et puis bon, la conclusion, mais je crois que vous l'avez compris, je vous assure que ça répond à un réel besoin. Voilà. Et je sais de quoi je parle. Voilà, je vous remercie. Merci infiniment, Eliane, pour ce partage et ces pratiques. Peut-être qu'on reviendra à la fin sur les financements ACI. J'ai vu passer des questions et on pourra y revenir dans le temps d'échange. On Oui, va continuer le déroulé du webinaire avec la présentation de la deuxième expérience à la MSP de Valras-Plage. Et là, je vais passer la parole à Laurence Safon, qui est coordinatrice de la maison de santé, médecin pneumologue et qui a aussi co-construit le guide dont on vous parlera après avec les équipes opérationnelles FECOP, France Asso Santé et COPS. Donc, je ne sais pas, Laurence, si tu peux prendre la parole maintenant Oui, ou pas oui, oui. encore. Et Oui, non, parfait. opérationnel. Merci d'avoir invité dans ce webinaire où j'avais vraiment envie de partager notre succès dans l'implication d'un patient usagé qui est devenu patient partenaire au sein de notre MSP. Alors, nous sommes une MSP relativement jeune qui a été validée en septembre 2021 avec une équipe composée de 37 professionnels de santé. Pour nous situer, nous sommes dans une station balnéaire avec une population particulièrement âgée qui vient passer ses vacances à Valras-Plage et qui s'y installe pour la retraite. Et donc, il nous a semblé important de mettre en place le programme ICOP, qui est un programme de prévention destiné aux seniors âgés de plus de 60 ans, vivant à domicile et étant autonomes, c'est-à-dire considérés comme robustes, à savoir en pleine santé. Et ce dépistage permet de mettre en évidence des altérations minimes de la santé qui pourraient faire évoluer vers une perte d'autonomie. Nous avons pu mettre en place ce dépistage un peu grâce à Monsieur Covid. Sur notre MSP, nous avons ouvert un relais ambulatoire de vaccination où je recevais des patients pour l'entretien prévaccinal et des infirmiers de la MSP et une de nos usagères qui est également élue à la ville avait souhaité en tant que bénévole venir nous aider et réaliser les QR codes. Et durant le temps d'attente des patients, nous distribuons les flyers d'ICOP, ce qui a permis aux usagers d'être dépistés par des gens formés au STEP 1 et d'avoir accès à la suite de ce programme, donc un entretien de 45 minutes avec un médecin et puis la mise en place de parcours de santé. Et notre patiente partenaire elle, réalisé ce dépistage, intéressée par celui-ci, et elle a été dépistée ensuite en step 2 et en parcours de soins, et elle en a compris l'utilité et elle a eu envie d'en parler aux autres usagers. Donc c'est comme ça qu'on a pris l'habitude de travailler ensemble et de développer ce partenariat qui nous a semblé
important, on a tout de suite compris que sa voix était plus porteuse que notre voix de professionnel de santé, puisqu'il s'agissait de patients en bonne santé. Elle était plus convaincante que nous dans l'utilité de faire partager cette expérience avec les autres usagers. Donc, c'est ce qu'elle a fait et qui nous a conduit à faire énormément de dépistage, puisqu'on en est à un peu plus de 300 dépistages en termes de step 2 et 500, un peu plus de 500 en step 1. C'est le premier pas de notre patiente partenaire dans la maison de santé. Pour notre retour d'expérience, les freins que nous avions identifiés, c'est que pour cette expérience ICOP, les patients étaient un peu réfractaires parce qu'ils se sentaient en bonne santé et n'avaient pas envie d'être confrontés tout d'abord aux professionnels de santé et ensuite à ces questionnaires qui leur faisaient un petit peu peur. Notre usagère nous a permis d'avoir une voix plus sensible, plus compréhensible que la nôtre et les a beaucoup plus convaincus quand ils venaient pour récupérer leur papier de QR code. Ils étaient plus à l'écoute que lorsque c'est moi, médecin, qui en parlais. Les freins ont été également au sein de la maison de santé parmi les professionnels de santé. On avait quelques appréhensions à partager notre expérience, notre activité. On avait la sensation d'être observé et peut-être un peu trop jugé. On n'osait pas trop s'exprimer devant elle. Mais c'était également la même chose quant à notre patient partenaire qui restait sur la réserve et l'angoisse de mal s'exprimer, de nous blesser et surtout de ne pas trouver sa place. En revanche, cela nous a permis également de trouver des leviers bien identifiés, c'est-à-dire qu'on s'est bien mis à appliquer la logique d'aller vers les patients, les citoyens, et de donner une équipe, un sens au terme équipe soignant-soignée. Nous nous déplacions à deux puisque nous nous sommes mis à promouvoir ce dépistage d'ICOP et le fait d'être accompagné par un usager qui avait réalisé ce dépistage était tout à fait favorable. Cela a permis également l'implication d'autres acteurs du territoire, à savoir les agents du CCAS, qui ont souhaité également se former au STEP 1, la mairie qui s'était impliquée pour faire la promotion de cette action de la maison de santé, certaines aides à domicile, puisque nous avons couplé ça à notre programme de dépistage qui s'appelle Vigilance Senior. L'usager nous a permis d'identifier d'autres lieux de rencontre avec la population, comme le marché, par exemple, où on peut distribuer des flyers. Et elle nous a permis de mieux la connaître et d'avoir envie de l'impliquer dans d'autres situations grâce à son empathie et sa curiosité de connaître comment fonctionnait une maison de santé, qu'est-ce que c'était de plus une maison de santé par rapport à un cabinet médical. En fait, on s'est rendu compte que les bénéfices observés dans notre implication de l'usager dans notre activité médicale, elle n'est pas médecin, elle n'est pas professionnelle de santé et elle a tout de suite compris qu'elle devait sensibiliser les usagers à ces actions de prévention de la maison de santé avec son discours d'usager, son discours de patient, puisqu'on l'a impliquée elle est rentrée dans un step 2, donc avec quelques soucis, pas bien méchants de santé, mais quelques soucis qui ont pu être corrigés pour améliorer la persistance de sa bonne santé. Les enseignements que nous avons retenus de cet étage, de ce partage, est qu'il faut bien se connaître pour être intégré à une équipe, bien se connaître dans les deux sens, pour l'usager, mais également pour les professionnels de santé.
Il faut également bien définir et identifier le rôle de l'usager en équipe pour que chacun soit à l'aise. Et ceci nous a conduit à écrire une charte de bonne pratique et d'engagement à la fois pour l'usager et les professionnels de santé. Nous avons conclu quand même qu'il ne faut pas aller trop vite dans la volonté d'impliquer nos usagers et qu'il faut le faire pas à pas pour rassurer toute l'équipe soignante parce que c'est un changement de culture pour nous, professionnels de santé. C'est un rééquilibrage d'une balance dans le soin avec une énorme asymétrie et c'est vraiment replacer nos usagers dans leur perception de la santé et dans leur perception de leur pathologie. C'est vraiment arriver à créer une équipe où chacun se sente bien et où chacun se sent rassuré de son implication, engagé à la hauteur de ses ambitions, à la hauteur de ses connaissances et à la hauteur de sa volonté. En conclusion, et je vais le redire, les éléments qui sont indispensables pour réaliser ce partenariat sont de bien se connaître, hein, d'identifier chacun ses rôles et ses missions, d'avoir envie d'échanger et surtout de partager. Merci beaucoup, Laurence, pour ce partage et on va garder les échanges pour la suite. Et maintenant, je passe la parole à Lisa de la FECOP impliquée dans le développement du partenariat en santé depuis le début de la dynamique régionale en 2018-2019 et qui va commencer à nous parler du guide. Oui, effectivement, comme vient de le dire Fabienne, FECOP a toujours eu à cœur de travailler aux côtés et en faveur des équipes d'exercice coordonnés pluriprofessionnels et en particulier en proposant des outils qui puissent répondre à leurs demandes, à leurs besoins. Et comme on vous l'a dit, l'implication des usagers au sein des équipes, c'est un sujet qui est de plus en plus prégnant et qui nécessite forcément un accompagnement, en tout cas de notre part. On a donc œuvré en lien très étroit avec nos partenaires, que sont France Asso Santé Occitanie et l'équipe opérationnelle du COPS, pendant plusieurs mois pour pouvoir proposer aux équipes que l'on accompagne un outil. Et cet outil, c'est le guide à destination des équipes coordonnées pluriprofessionnelles pour l'implication dans les soins primaires, et tendre du coup vers le partenariat en santé. La petite histoire de notre guide, clairement, notre guide, il s'inscrit dans une dynamique régionale de partenariat en santé, et cela avant même la création du COPS, c'est ce que vous disiez Fabienne. Et cette dynamique, ces envies de travail complémentaires, ça nous a permis de nous rencontrer, de rencontrer diverses personnes, diverses institutions, diverses associations et structures. On a pu se rencontrer, on a pu apprendre à se connaître, faire réseau aussi, et surtout apprendre à travailler ensemble. Et c'est vraiment grâce à ces rencontres humaines, j'en suis convaincue, grâce à ces liens de confiance et grâce à nos visions évidemment partagées, qu'on a réussi à co-construire un guide, donc FECOP, PASS, équipe opérationnelle du COPS, qui est donc la première étape, en tout cas, de notre partenariat ensemble sur ce sujet. Merci Lisa. Alors Catherine, pourquoi guide- agir en partenariat dans les soins primaires? Le guide commence un petit peu par la présentation du contexte et on a quand même la chance d'avoir un contexte favorable. On sent qu'il y a des usagers qui ont des choses à dire, des envies. On sent qu'il y a des équipes qui se disent on pourrait faire mieux et plus avec, avec d'autres. Il y a des pouvoirs publics qui encouragent. Et puis, dans les soins d'exercice coordonné pluriprofessionnel, il y a déjà cette expérience de travailler ensemble. Il y a déjà cette expérience on a beaucoup parlé de se connaître, mais aussi de se reconnaître dans ces complémentarités entre professionnels et avec les patients, avec les personnes accompagnées, avec les aidants. Donc vraiment, ce partenariat, on sent qu'il est mûr depuis quelques années. Et puis, les premières expériences nous montrent l'avantage, tout simplement, très pragmatiquement.
ce qui se met en place en partenariat, c'est plus efficace. Comme Eliane nous l'a bien montré, ça répond mieux aux besoins. Comme Laurence nous l'a montré aussi, ça va au-delà, par des petits pas, mais d'expériences. Voilà, le concret montre qu'il y a des choses qui démarrent, et puis après, quand on se connaît, qu'on se reconnaît, et ben on va plus loin. On voit que l'engagement citoyen aussi peut se développer. On voit les collectivités locales qui s'impliquent. Et tout ça, ça se fait. Je crois que chacune de vous deux, vous nous l'avez bien dit, et Lisa en a témoigné aussi dans ce qui nous anime. C'est des valeurs humanistes, c'est le respect, c'est la confiance, c'est la curiosité de l'autre pour. Alors, je ne voudrais pas avoir l'impression de rabâcher, mais c'est vraiment des choses qui nous paraissent tellement essentielles que c'est le pourquoi on agit ensemble. On agit ensemble, on parle beaucoup de cette alliance, pour faire alliance, et qu'on va ensemble vers un projet commun. À la fois, l'alliance, elle se tisse dans l'individuel. Il y a des professionnels et des patients qui établissent la relation de confiance, qui partagent des décisions en partageant la compréhension qu'a chacun de ce qu'il vit. On a bien vu que si le pro est un pro de la maladie, ben, le patient, c'est un expert de sa qualité de vie, de son autonomie, de ce qu'il souhaite. Et dans la relation individuelle, c'est déjà là, par la rencontre, que ça peut s'éprouver. Et puis, pour passer au collectif, ben, c'est juste un pas de plus où, à plusieurs, on peut confronter. Tous les patients ne sont pas pareils, tous les professionnels ne sont pas pareils. Et il y a une vision collective qui peut se dessiner avec toutes les couleurs de chacun. Du coup, ça demande bien entendu de faire du lien, de communiquer, de mettre des mots sur ce qu'on vit, d'exprimer des difficultés, d'exprimer des leviers. Et tout ça, il vous est proposé dans le guide de bénéficier un petit peu de l'expérience des autres, puisque ça fait quelques personnes, quelques projets qui ont pu partager ce qui aide et ce sur quoi il faut être vigilant. Du coup, le guide est là pour vous aider. Effectivement, en parlant du guide, donc, il vous permet également d'avoir quelques notions avant de se lancer, donc sur ce qu'est le partenariat en santé déjà, qui a très bien été présenté, en tout cas lors de ces 2 retours d'expérience, sur la nécessité d'apprendre à se connaître, de définir ensemble où ils souhaitent aller sur le partenariat en santé avec les besoins et, je dirais, les envies et disponibilités de chacun sur l'envie de travailler ensemble et surtout le comment, le cadrer ensemble où vous souhaitez aller pour que tout le monde soit au clair et sur la même temporalité. Il faut tenir compte effectivement des besoins, des envies de chacun, mais également de la nécessité de respecter aussi tout simplement jusqu'où on est prêt à aller maintenant, ce que Laurence a pu très bien dire, cette notion de y aller petit pas par petit pas pour que chacun trouve sa place, mais également du coup quelques conseils dans le guide de pratique qui ont également été très bien exprimés, donc sur voilà, cette nécessité de comprendre l'intérêt, de se poser les bonnes questions pour faire ensemble. Sur les différents champs d'action possibles, donc là, on vous a présenté effectivement des actions qui s'apparentent plus à de la prévention, de l'action de santé publique, mais il y a plein d'autres domaines sur lesquels les équipes d'exercice coordonné pluriprofessionnel peuvent très bien travailler avec les usagers. Tout d'abord, la définition des diagnostics territoriaux, par exemple, donc pour les fameux projets de santé de ces équipes, d'aller interroger les usagers. Et le mieux, c'est de construire avec les usagers ces diagnostics. Donc, comment d'abord le réaliser. Tout ce qui est l'évaluation, effectivement, des actions de la maison de santé, tout ça, ça peut très bien se faire avec les usagers dans la construction, dans l'interrogation,
dans d'autres domaines aussi, formation, recherche, tout ça, on peut faire beaucoup de choses avec les usagers. Et aussi la gouvernance, effectivement, ça peut être aussi une place de laisser aux usagers dans les décisions prises par les équipes. Fabienne, s'il te plaît. Merci, Elodie. Donc, le guide, c'est un guide qui va aider les personnes dans les soins primaires à s'engager vers le partenariat en santé. On a dit plusieurs fois la méthode des petits pas. Dans l'expérience de Laurence, on a vu comment intégrer petit à petit une personne usagée de la maison de santé à participer au projet collectif. Et il y a aussi différentes façons d'impliquer les usagers, un petit peu au début et puis beaucoup à la fin, donc une espèce de progression. Donc il y a on va dire un continuum de l'engagement des uns et des autres vers le faire ensemble. Donc la première partie, c'est l'information. Donc ça peut commencer par des affiches sur les services proposés ou sur la place de l'usager dans sa santé ou dans le système de santé. Déjà être conscient de l'importance pour chacun de s'impliquer dans sa santé et pourquoi pas dans les organisations. Une deuxième phase, ça peut être la consultation. Donc, on connaît tous l'idée des boîtes à idées. Pourquoi pas demander l'avis des personnes sur ce qu'elles leurs idées, ce qu'elles auraient envie, ou les questionnaires de satisfaction, ou des questionnaires spécifiques. Ça peut être encore l'organisation de soirées thématiques où on prendrait les idées des usagers pour en faire quelque chose après ou pas, en tout cas pour les entendre. Une troisième étape est celle de la collaboration, donc commencer à travailler ensemble, où on pourrait être dans la création d'une production ponctuelle. Tiens, on a envie peut-être d'organiser une journée sur la prévention du cancer. Et on va commencer à travailler ensemble sur la création d'un événement ponctuel. Et puis ensuite, l'univers du partenariat, l'univers du l'univers du penser ensemble, agir ensemble. Donc, c'est là où, comme on l'a très bien vu dans les deux expériences présentées, les personnes concernées font partie de l'équipe. Donc, ça peut être par exemple dans la conception, l'animation d'un programme d'éducation thérapeutique, dans un programme de prévention comme ICOP, où on a bien vu là le groupe de parole sur pendant et après le cancer, en accompagnement des soins dans la durée. Donc, un véritable partenariat, au plus tôt ici dans le projet, puisque Eliane était là, c'est même elle qui a initié le projet au départ. Voilà, donc là, pour l'instant, on vous a donné beaucoup d'informations, on vous a permis d'avoir des expériences très concrètes. Donc, pour aller plus loin, vous pouvez bien entendu télécharger le fameux guide. Et aussi, il y a une page, donc on a tout mis sur le site de la FECOP avec de nombreuses ressources pour aller encore plus loin. Et donc, Élodie va vous parler aussi des co-accompagnements possibles dans la région Occitanie. Effectivement, donc pour aller encore plus loin dans les projets, on a donc avec les partenaires présents aujourd'hui co-construit un processus d'accompagnement pour les équipes qui ont des projets, des idées tout court pour travailler avec les usagers. Donc, en tout cas, si vous avez des questions, un projet, quoi que ce soit, vous pouvez donc prendre contact directement avec vos chargés de mission FECOP ou avec l'équipe opérationnelle du COPS ou France Asso Santé Occitanie. Et nous, dans un premier temps, on va passer déjà un temps avec vous d'échange pour préciser votre demande et prendre aussi contact tout simplement pour connaître vos structures également. Ensuite, entre partenaires, on fait ce qu'on appelle une revue de projet. Donc là, le but, c'est, avec toutes ces informations qu'on a, c'est de pouvoir discuter quelle proposition d'accompagnement on peut vous faire et vous la présenter ensuite pour validation. Et puis, dans ces cas-là, on part
à l'aventure avec vous. Alors, c'est un processus de co-accompagnement des projets, mais n'hésitez pas également à nous contacter pour remonter également des choses que vous faites déjà. Ça, communiquer sur ce que vous faites déjà, c'est aussi extrêmement important de le valoriser. Je laisse du coup maintenant la place aux questions et échanges. Et le meilleur pour la fin maintenant, donc j'arrête le partage d'écran pour qu'on puisse se voir les uns des autres. Donc ça va être le moment de se poser des questions. Donc on a la chance de pouvoir se parler directement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner la parole pour commencer aux personnes qui ont posé des questions dans le chat. Et puis une fois qu'on aura fait tout le tour des questions du chat, il y aura encore la possibilité de poser d'autres questions. Du coup, les filles, je n'ai pas trop vu qui avait posé des questions en premier pour donner la parole. Et donc, quand vous posez votre question, est-ce que vous voulez bien dire en quelques mots qui vous êtes? Euh, alors, nous avons qui en première question? Sandra, peut-être? Tu voulais avoir des détails sur le financement? Oui, bonjour, donc je m'appelle Sandra Guerrero, je suis patiente partenaire ressources euh, professionnelle en fait. Je démarre, mais en tout cas, c'est mon activité principale aujourd'hui. Euh, En fait, j'ai eu les réponses sur le chat. Je pense que ça me suffit pour l'instant, mais je ne suis pas contre avoir des détails supplémentaires. Ma question, c'était qu'est-ce que c'est que les financements ACI? Donc, j'ai eu quelques éléments sur le chat, mais voilà, ça peut intéresser d'autres parmi nous aussi. Donc, s'il y a d'autres détails, pourquoi pas? Exactement. Donc, si peut-être Élodie de la FECOP peut répondre à cette question. Et après, j'avais trouvé intéressante la façon dont c'était fait, utilisé à la MSP de Rieux-Volvestre. Peut-être, Eliane, si vous pouvez nous en dire plus aussi après les explications d'Élodie. Élodie, si tu veux bien expliquer la CI, s'il te plaît. Oui, tout à fait. Donc, les maisons de santé pluriprofessionnelles, donc en fait, elles ont un contrat, donc l'accord conventionnel interprofessionnel, pardon, qui est passé donc avec l'Agence régionale de santé, l'assurance maladie et la maison de santé pour en fait justement rémunérer tout ce que fait, toutes les actions que peut réaliser la maison de santé. Donc, c'est un cadre qui est très précis posé par la loi. Ces financements, ils sont versés par l'assurance maladie à la structure qui, elle, après, décide d'affecter ces financements. Ces financements, du coup, ils sont vraiment là pour le paiement, pour le financement des actions réalisées par la maison de santé et également pour le défraiement de tout ce que font les professionnels de santé et autres partenaires éventuels, selon ce que décide l'équipe, pour leur implication dans tous ces projets. Donc là, effectivement, Eliane, je pense que votre exemple est totalement parlant sur ce côté-là. Vous l'avez très bien expliqué, donc j'en rajouterai pas plus parce que effectivement ça ça a été le travail de notre coordinatrice. Voilà, Peut-être juste pour compléter, mais je veux pas trop rentrer dans les détails parce que c'est un sujet qui est complexe à aborder comme ça lors d'un webinaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport au sujet, en tout cas, qui nous intéresse aujourd'hui sur l'implication des usagers, c'est un critère qui est optionnel. C'est-à-dire que les équipes MSP n'ont pas l'obligation de s'engager sur ce volet-là. Par contre, c'est un nouvel indicateur optionnel qui, qui a été, on va dire, revalorisé dernièrement grâce à un nouvel avenant sur l'ACI MSP qui est sorti en juin 2022 et qui se décline finalement en deux niveaux. Il y a un niveau 1 pour les équipes qui mettent en place des outils ou des actions qui visent à consulter, informer et sensibiliser les usagers. Et il y a un niveau 2 qui là va un peu plus loin parce que du coup, il demande en fait aux équipes la mise en place d'outils ou d'actions qui visent la co-construction, le partenariat, voire la co-décision entre la structure et les usagers. Voilà. Donc on est sur deux niveaux qui sont cumulables en termes de points pour avoir une rémunération supplémentaire pour l'équipe qui s'engage sur ce volet-là. je peux peut-être juste rajouter que ce projet il est requestionné tous les ans. Devant la maison de santé au moment de l'Assemblée générale et toutes les évolutions du projet donc sont validées aussi en Assemblée générale.
vous remercie beaucoup toutes les trois. Merci. Merci. Et je rajoute, ça m'a aussi piqué ma curiosité quand j'avais découvert le projet au colloque de la FECOP. Donc, moi, ce que j'avais compris sur concrètement ce qui était mis en place, c'est que donc, selon la validation de la CPAM, la maison de santé pouvait recevoir un budget. Et eux, dans cette maison de santé, je ne sais pas si toutes le font comme ça, mais ils fonctionnaient avec un système de points pour ensuite répartir entre les différentes personnes et les actions menées autour de l'engagement des usagers. Et que concrètement, dans le projet Parler le cancer, bah, la psychologue comme la patiente partenaire ressource étaient rémunérées au même niveau selon leur implication. Voilà, donc je trouve que c'est un bel exemple de partenariat. C'est ça, en fait, les équipes MSP, généralement, elles ont des documents un peu socles, elles ont leur statut et elles ont un règlement intérieur. Et dans ce règlement intérieur, généralement, effectivement, elles décident de leur mode de fonctionnement, leur mode d'organisation et comment justement ventiler du coup la subvention ACI. Il y a peut-être une autre question Créativité. pour Eliane. C'est Aurélie qui demande, vous avez indiqué avoir eu quelques difficultés à convaincre de l'intérêt du projet au sein de votre MSP. Pourriez-vous nous les décrire un peu plus? Comment avez-vous pu justifier le portage par la MSP et non par d'autres structures comme le CCAS? Alors, oui, effectivement. Alors d'abord, je vais répondre à la deuxième, hein, pardon. Pourquoi la MSP? Parce que j'y travaillais, puisqu'après mon cancer, j'ai fait une reconversion et la maison de santé m'a proposé de prendre un cabinet de sophrologie donc, au sein de la maison de santé. Et voilà, et c'est pour ça, d'abord oui, parce que j'étais à la maison de santé, puis que ça me semblait être voilà, plus parlant que ça vienne de la maison de santé. L'autre question, les freins, et je les comprends, ils sont tout à fait légitimes, c'est que j'étais une patiente qui avait une envie de faire quelque chose de ce qui s'était passé et que son expérience puisse servir aux autres. Mais je crois que c'était un petit peu aussi, d'abord les besoins n'étaient pas vraiment identifiés. Je dois dire, je m'excuse, c'est peut-être un peu confus, mais je crois que la place du cancer à la maison de santé au niveau des professionnels de santé a complètement changé. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus impliqués au niveau de cette problématique qui est hélas de plus en plus fréquente. Et ils sont beaucoup plus impliqués qu'il n'y a 10 ans, par exemple. Et du coup, je comprends leur méfiance parce que j'ai beaucoup travaillé avec l'Oncopole aussi pour justement travailler le partenariat entre l'Oncopole et les médecins généralistes et les kinés à la fin du traitement pour qu'il y ait beaucoup plus de relais en direction justement des médecins généralistes et des kinés parce que effectivement il n'y avait pas de lien. Donc maintenant il y a plein de comptes rendus, enfin il y a plein de choses qui sont mises en place. Et en fait j'ai l'impression qu'il y avait une espèce de comment dire oui de méconnaissance de ce qu'était effectivement l'après-cancer, pour parler de l'après-cancer. Et du coup, cette patiente qui, elle, veut donner du sens à ce qu'elle a vécu et que son expérience profite à tout le monde, ben voilà, il n'y croyait pas trop. Je crois que j'ai senti que il n'en voyait pas l'utilité ni la nécessité. Alors que maintenant, quand une patiente arrive à la maison de santé avec un diagnostic de cancer, systématiquement, les professionnels, dans toutes les choses qu'ils préconisent pour l'accompagnement de ce cancer, parlent de ces groupes de parole. On a les patients systématiquement passent par nos groupes de parole. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu, parce que franchement, je la comprends, parce que je pouvais manquer d'objectivité, puis voilà, quoi, le patient, enfin moi je suis très contente de vous avoir écouté à toutes ce matin, de la place que vous êtes en train de nous donner, et ça me réjouit, parce que je crois que voilà, on a aussi vécu des choses à dire, et des choses qui viennent complémentariser l'action médicale ou l'action de soins, quoi. Je ne sais pas si je suis claire, si je suis si j'ai répondu bien à la question, n'hésitez pas, hein, si jamais. Merci Alors, Eliane. Aurélie,
Est-ce que vous pouvez répondre? Est-ce que ça... Merci Ouais. Eliane, est-ce que ça a répondu à votre question? Et vous aviez d'autres questions aussi, je pense. On peut donner la parole Euh, à Aurélie. alors, oui, oui et non. En fait, ma question aussi portait sur le fait que les groupes de parole, aujourd'hui, j'ai quand même l'impression qu'ils sont encore très perçus comme étant sur le volet social, le volet accompagnement de l'insertion dans la vie publique, mais pas vraiment sur le soin. Et que du coup, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas cette difficulté pour les professionnels de santé à comprendre à quel point le groupe de parole peut être vecteur d'un meilleur suivi des soins, euh, d'une meilleure adhésion aux soins, d'une meilleure littératie en santé, enfin, des choses comme ça. Et c'est vrai que je me dis, il y a peut-être, mais je fais mes hypothèses, c'est pour ça que je pose la question aussi, hein, mais euh, il y a peut-être une méconnaissance, comme vous dites, de l'impact de ces groupes de parole ou du travail du patient expert, en fait, pour comprendre à quel point ça va influencer les soins et le choix des soins, hein. Mhm. Alors, je réponds donc, hein. Oui, oui, D'abord, moi, le mot patient expert n'existait pas du tout à l'époque, hein. Donc, voilà, ça c'était. Je crois que, en fait, ce qu'il. Ça y est, je me suis un petit peu perdue parce que c'était très intéressant et j'avais trouvé ce que je voulais vous répondre. Je crois que. Oui, ça y est, pardon, excusez-moi, hein, je m'excuse, mais il y a une chose qui n'avait pas été comprise, c'est que le cancer, c'est pas fini dans nos têtes. Et quand une personne arrive avec son après-cancer pour aller voir son médecin généraliste pour un nouvel renouvellement de traitement et tout, c'est pas fini. Le discours qui était tenu avant, c'était allez, c'est derrière maintenant, c'est fini. Alors, on ne dit pas vous êtes guéri, mais vous êtes en rémission et c'est voilà. Mais c'est comme si, à la limite, on n'avait plus besoin d'en parler, plus envie d'en parler. Il fallait vite passer à autre chose. Sauf que on ne peut pas passer à autre chose. Tout le monde ne peut pas passer à autre chose aussi facilement. D'abord parce qu'on a un traitement tous les matins. D'abord parce qu'on a pris du poids. D'abord parce qu'on a une surveillance tous les 6 mois. Et il y a plein de raisons qui font qu'on doit vivre avec ça. Et je crois que ça, maintenant, c'est intégré à la maison de santé. Nous avons, nous, professionnels de santé, un rôle à jouer dans l'après-cancer. Et un autre rôle à jouer aussi, même pendant le cancer. Un autre type d'accompagnement qui n'est pas que de l'accompagnement, prescription de médicaments ou rebooster le moral ou des choses comme ça. Et je crois que voilà, les besoins n'avaient pas été identifiés. Et ces groupes de parole, pour finir de répondre à votre question, n'ont pas du tout été identifiés comme des groupes de parole sociales ou c'est pas du tout ça quoi. Ça par contre je l'ai pas du tout ressenti. C'est plus l'utilité de se retrouver pour parler de nos expériences. Voilà. Franchement, et je vous assure, ça fait bon, des années maintenant, et chaque fois, alors on a des fidèles on en a qui ont souhaité céder leur place, mais il y en a d'autres, des fidèles qui reviennent. Et chaque fois, à la limite, je disais à Fabienne hier, on n'a même plus besoin d'être là toutes les deux parce que ça démarre tout seul. Alors où tu en es? Ah ouais, mais ça, tu l'as pas bien vécu, mais moi, je me souviens que le médecin m'a dit ça. Oui, mais moi, je l'ai interprété comme ça, mais en fait, ouais, c'est que ça, quoi. Je sais pas si j'ai mieux répondu. je vous remercie vraiment, ça me donne de matière à réflexion et je trouve ça vraiment intéressant. Je reste à Il y a- votre disposition pour d'autres questions, il n'y a aucun souci, hein. Même en Ben, on dehors. se verra certainement puisque maintenant je travaille pour le 31, donc Bon, très bien, voilà, je ouais, suis tout à fait. Moi, si ça peut se développer, je serai ravie, hein, parce que super. j'en défends l'utilité. Merci Eliane de nous Merci beaucoup. éclairer sur le fait que la pérédance peut faire partie des soins et donc avec une utilité entre guillemets des patients partenaires ressources. Et puis sur le côté social, bah, sur la prise en soin et la prise en santé en fait, dans toutes ses dimensions. Voilà, physique, mentale et sociale. Et donc, je voulais vous parler aussi des sites web Soigner mon patient avec un cancer ou Vivre avec mon cancer, où vous pourrez aussi trouver des perspectives partenariat en santé sur le cancer. Euh, Aurélie, vous aviez une autre question, non? Ouais, ça n'en finira pas.
Mais c'est vrai que je me pose la question des formations qu'il peut y avoir pour les patients experts ou patients ressources et du coup pour les professionnels de santé qui travaillent avec. Est-ce qu'il y a des choses déjà mises en place? Quelle longueur? Quel coût? Alors, si c'est Mm. moi, je peux vous dire ce que je sais parce que je l'ai appris quand je suis allée au congrès de la médecine générale, là, au congrès national. Effectivement, il y a une formation. Alors, c'est dans le, je sais plus, je crois que c'est, j'hésite entre Marseille et Aix-en-Provence. Une formation qui a vu le jour il y a un an ou 2 ans. Mais moi, j'ai absolument pas suivi de formation, sinon que j'ai été extrêmement présente au niveau de l'oncopole pour faire des conférences, voilà, c'est tout quoi. Et puis des groupes de parole à l'oncopole, c'est tout. Moi personnellement, j'ai pas de formation, mais je sais qu'il y a une formation. Ok, merci. Alors, Ça donc pour m'explique. compléter la réponse d'Eliane, donc comme vous le voyez, il y a aussi des compétences déjà au départ qui aujourd'hui peuvent être pourraient être reconnues ou validées. Et puis il y a aussi un certain nombre de formations par différents acteurs. Donc je ne vais pas vous les citer là, mais je vous mets le lien dans le chat sur le site du Oui. COPS, donc partenariatensanté.org. Dans la partie ressources, il y a un annuaire des formations avec ben voilà, des formations plus ou moins longues, des formations en Occitanie, hors Occitanie. Et nous, ben, ce qu'on préconise, ce qu'on trouve utile et efficace, c'est que les professionnels et les usagers puissent se former ensemble dès le départ pour commencer justement cette culture du travail ensemble, apprendre à se parler, etc. Excellente idée. Et, ouais, alors, voilà, avoir des points de vue complémentaires. Merci. Alors ensuite, merci. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Ou il y a d'autres questions? Vincent Roux, je vois, je ne sais pas s'il est là. Il y a David Garcia qui avait des questions David sur Garcia, pardon. est-ce que Ouais. les usagers sont partie prenante de la gouvernance dans les structures les deux Oui, MSP? je suis là. Votre question était sur savoir si les usagers sont partie prenante de la gouvernance dans les MSP? Oui, bonjour. David Garcia, je suis présenté au tout début du chat. Donc, moi, je suis un ancien infirmier en reconversion professionnelle. J'ai arrêté complètement tout exercice professionnel. Je suis à l'université Paul Valéry. Je suis en master 2 sociologie, santé, territoire, environnement. Bonjour Marina, parce qu'on se connaît. Je vous remercie déjà pour la qualité de la présentation en elle-même. J'irai chercher les ressources puisque mon mémoire de M1 portait déjà sur la démocratie sanitaire et le mémoire de M2 portera également sur la démocratie sanitaire. Donc, le mémoire de M1 était en lien avec mon projet parce que j'ai un projet de santé bus sur le pays cœur d'héros. Donc c'était la démocratie sanitaire du point de vue institutionnel, donc comment elle est née comment elle s'est mise en place. Et puis là, j'aimerais justement explorer la démocratie sanitaire à travers le regard des usagers. Donc je vais rentrer en stage à la CPTS Montpellier Nord Grand Pic Saint-Loup. Mais toutes les personnes qui sont intervenues, je souhaiterais les solliciter, c'est vrai, parce que je vais réaliser des entretiens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement d'essayer d'alimenter mon mémoire sur la construction aujourd'hui de la place de l'usager dans cette démocratie sanitaire qu'on aimerait aller voir vers la démocratie en santé. Donc, c'est pour ça que je posais cette question. J'avais juste une petite remarque, c'est moi, il m'a manqué peut-être, alors il y a sûrement beaucoup de personnes qui le savent, mais euh, de remettre une définition sur les soins primaires, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, parce que ça aurait été peut-être intéressant de voilà. Et donc c'était ma question quant à la gouvernance, qu'il existe beaucoup de collèges d'usagers, mais souvent qui sont des coquilles vides. Et donc voilà, là c'était ma question précisément sur ces deux structures, mais je crois que le médecin de la MSP de Valras est parti. C'est dommage parce que j'habite Béziers en plus. Oh, je pense que vous pourrez la rencontrer
de Et elle a près. répondu en disant que oui, participe en tant que de consultation et pas décisionnaire. D'accord, oui. Donc, son patient Ah oui, partenaire est affecté à la gouvernance consultative non décisionnaire. Après, si je peux me permettre de compléter, donc l'implication des usagers dans la gouvernance, dans les structures d'exercice coordonné, elle est vraiment variée, elle est plurielle parce que ça va dépendre de ce que décide l'équipe, de ce qu'elle est prête à faire. Donc, il y a vraiment cette notion-là que Laurence a mis en exergue, que ben, faut que le professionnel de santé, faut que l'équipe, elle soit prête déjà à avoir ce regard usager. Et ça, c'est une culture qui est déjà pas évidente à mettre en œuvre dans les structures. Parce que bah, y a déjà cette acculturation en premier de travailler en équipe qui n'est pas forcément évidente déjà dans la mise en place de la structure d'exercice coordonné. Donc c'est vrai que quand il y a l'usager à inclure en plus, voilà, c'est une culture encore différente et complémentaire. C'est vrai qu'il y a les deux qui est vraiment à construire. Et ça, faut le faire, comme on l'a dit, pas à pas, petit à petit. Et surtout, il faut pouvoir trouver les usagers. Il y a des fois, les structures, elles font la place, mais elles ont pas forcément les clés pour aller chercher l'usager. Effectivement, celui qui a le profil et les compétences, ou alors l'usager est là, mais il ne sait pas trop par où prendre le bout, je dirais. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont à construire. Les équipes, elles ont envie, mais justement, elles ne savent pas forcément trop comment. Le but étant, effectivement, avec le partenariat, tout ce qu'on met en place avec COPS et France Asso Santé, de pouvoir accompagner ces volontés-là de la part des usagers et de la part des équipes, de pouvoir les intégrer, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, que ce ne soit pas de la coquille vide, que ce soit vraiment quelque chose d'actif qui serve le projet de santé, qui servent le système de santé, même si on est très optimiste sur ça. Mais c'est vrai qu'il y a des freins, je dirais, qui sont encore à lever. Et c'est tout le but du travail, effectivement, en partenariat qu'on fait, de pouvoir aller lever et accompagner toutes ces volontés-là. Oui, c'est ça, notre co-accompagnement, il a vraiment été pensé en ce sens. Enfin, je laisserai Fabienne, Catherine et Marina me compléter au besoin, mais ça a vraiment été, voilà, on sait que des équipes ont des besoins, on sait que parfois elles partent un peu billes en tête parce que, ben voilà, elles ont une idée, elles ont envie de la mettre en place, mais nous, dès lors qu'on est sollicité par une équipe pour l'accompagner, c'est qu'on cadre les choses avec elle. Dans quel objectif on fait les choses? Que ce soit sur différents sujets, que ce soit sur de la gouvernance, que ce soit sur le diagnostic, sur des missions de santé publique. Qu'est-ce que vous cherchez derrière? Et ça, même à une petite échelle, j'ai envie de dire, prenons l'exemple, on a beaucoup d'équipes MSP qui nous disent, ben moi, j'ai mis un questionnaire de satisfaction dans la salle d'attente. D'accord. Qu'est-ce, qu'est-ce que vous avez recueilli déjà comme information? Souvent, ce qui ressort, c'est que ben, il y a peu de résultats, il y a peu de personnes qui ont répondu à ce questionnaire ou à une boîte à idées. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on exploite ces résultats-là? Et en fait, les équipes qui se sont lancées dans ce genre de projet, ben, finalement, elles ne savaient pas vraiment ce qu'elles cherchaient derrière. Elles se sont juste dit, on va recueillir leur avis, donc on va mettre une boîte à idées, on va mettre un questionnaire. Mais là où nous, on a envie d'axer notre co-accompagnement, c'est vraiment là-dessus. Qu'est-ce que vous avez envie de faire voilà, pour, euh, pour vous en tant que professionnel déjà, comme disait Elodie, jusqu'où aussi vous êtes prêt à aller dans cette co-construction avec les usagers. Et puis, voilà, c'est quelque chose qui demande du temps, hein. Honnêtement, on est sur une culture à investir de plus en plus. Les équipes sont volontaires, surtout en région Occitanie, en tout cas de ce qu'on voit dans notre belle région. Maintenant, il faut qu'on les accompagne et c'est pour ça qu'on a vraiment voulu se saisir de cette question-là avec COPS, FAST et FECOP. Oui, ben voilà, Marina, peut-être, pardon, Hmm. peut-être que Marina, je me disais, avait quelque chose à dire sur la gouvernance. Je sais pas.
Bonjour David, on échange effectivement et on va continuer à échanger sur le sujet, donc ça tombe bien, mais je pense que le Oui. regard complémentaire, notamment des exemples, et puis Mhm. voilà, très opérationnels, vont nous aider là-dessus. J'ai un petit peu, nous, au regard usagé, en tout cas les retours d'expérience des associatifs qui veulent s'impliquer dans les structures, rejoignent totalement ce que vient d'évoquer aussi Lisa, Elodie. Euh, alors, je pense que vraiment, et d'où l'importance qu'on travaille aussi en partenariat, tant les fédérations d'exercice coordonnés que aussi les unions d'usagers et les associations, et de façon plus globale, hein, même tout collectif. Parce que vraiment, c'est une évolution qui doit se faire vraiment en parallèle et de façon commune, puisqu'il y a l'évolution de la réflexion au niveau des équipes. Est-ce qu'on est prêt ou pas? Qu'est-ce qu'on attend? Comment intégrer dans le projet et dans la gouvernance? Et puis au niveau des usagers, on est vraiment sur cet questionnement déjà de l'engagement. Je sais que j'ai envie de m'investir avec les équipes qui sont à proximité de chez moi potentiellement, mais les contours, le comment, le quoi, et puis aussi on a besoin en tant qu'usager d'un certain cadre entre guillemets un peu sécurisant, d'autant plus quand on intervient dans quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît peu en termes de gouvernance, de fonctionnement. Donc c'est vrai que ça demande vraiment une évolution en parallèle et une réflexion. On parlait beaucoup de rencontres et je crois beaucoup à ça. C'est vrai qu'on est très vigilant, nous, à ne pas faire en sorte non plus que l'équipe réfléchisse trop de son côté, voire l'usager de son côté, et qu'on arrive à des usagers potentiellement alibis dans des projets ou dans des gouvernances, mais non pas volontairement, mais de façon un peu involontaire, ou dans le sens où on va se dire, bah, tiens, effectivement, il y a l'implication des usagers à travailler. Bon, ça veut dire qu'il faut peut-être qu'on leur fasse une place dans la gouvernance ou dans une place dans tel projet sans finalement avoir anticipé au préalable tous les freins, tous les questionnements, tous les risques que cela peut comprendre aussi pour l'usager de s'impliquer en ce sens. Donc, d'où le fait d'échanger. C'est vrai que Laurence tout à l'heure parlait beaucoup aussi potentiellement d'une charte. C'est vrai que c'est un outil qui permet aussi peut-être petit à petit de construire ensemble. Si on part dans de la gouvernance, voilà ce qui est attendu des deux côtés, voici notre responsabilité commune, collective. Ça engage qu'au niveau de l'usager, il faut qu'il ait bien une connaissance quand même en amont aussi du fonctionnement de la maison de santé, d'autant plus s'il a un pouvoir décisionnaire, de tout ce qu'on a parlé des ACI tout à l'heure, etc. Il faut quand même un minimum de connaissances pour apporter son éclairage, mais en même temps, se dire que quand il y aura un point à l'ordre du jour qui sera sur cet élément-là, il aura suffisamment les bases pour pouvoir aussi engager son positionnement. Donc voilà, donc la gouvernance, oui, mais le côté encore pas à pas, la confiance, c'est pas forcément effectivement un niveau qu'on rechercherait euh, peut-être directement, et quand bien même il le faut pour s'assurer d'une démocratie, ce que tu évoquais David tout à l'heure, une démocratie en santé, normalement ce serait aussi pas que au-delà de mise en place de projets et d'intervention de projets, mais aussi dans le partenariat au sein même de la gouvernance. Donc il faut y réfléchir, il faut le mettre en place. Mais voilà, avec quelques petites mesures, je pense, c'est une évolution, une acculturation des deux côtés pour éviter ce qu'on a connu aussi en démocratie sanitaire. Merci Marina. Et je vous mets également dans le chat un document ressource de la Haute Autorité de Santé sur l'engagement des usagers dans les maisons, centres et territoires de santé, où il y a quelques éléments complémentaires sur la gouvernance. Donc voilà. Du coup, on avait d'autres questions? Il y avait une question sur la mise en place d'un groupe de parole. Est-elle un préalable avant l'implication des patients usagers dans le fonctionnement de la MSP? Je laisserai Eliane répondre. Mais je crois que c'est important qu'on voit tous que ce sont des histoires qui se construisent, rien n'est décrit, tout se construit, et les projets avancent avec l'engagement complémentaire,
pas à pas de chacun. Donc, il n'y a pas un cahier des charges où vous savez, il faut d'abord faire ci et après ça. Par contre, se poser ensemble, se dire, on a parlé beaucoup d'envie aussi. Je crois que l'envie, c'est quand même un moteur important. L'envie de partager, l'envie de contribuer, l'envie d'avoir le point de vue de l'autre. Voilà, ça, ce sont des ingrédients. Maintenant, les recettes, elles se font avec beaucoup de créativité. Et c'est quand même ça qui est très motivant dans le partenariat. C'est que des belles histoires. Même si on retrouve des ingrédients en commun, c'est toujours des histoires uniques. Si Eliane veut compléter sur le Écoutez, je crois préalable. je crois que vous avez tout dit en fait. Effectivement, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous écouter parce que c'est exactement ce qui s'est passé. C'est une histoire d'envie, envie, envie de partager cette expérience, de contribuer au fait qu'elle serve à quelque chose. Euh, et qu'est-ce que oui, l'envie d'aider, l'envie de soutenir. Et moi, je vous assure que ces groupes de parole, chaque fois qu'ils sont terminés, c'est un réel, c'est extrêmement gratifiant. C'est extrêmement gratifiant. Alors, enfin, certes, il y a une histoire d'argent. Enfin, parce que je veux dire qu'à un moment donné, comme j'avais du mal à me faire entendre. Je dis, écoutez, moi, de toute manière, je le ferai quand même ailleurs, mais je le ferai. Je ne le ferai pas à la maison de santé, je monterai une association, mais je ferai quelque chose parce que je sais qu'il y a un besoin. Et effectivement, c'était vraiment pas une histoire d'argent. Donc, ben, je crois que la détermination a fait que voilà, quoi, c'est vraiment parti d'une envie. C'est vraiment parti d'une envie de répondre à un besoin. Je ne sais pas si j'ai répondu. C'est pas Est-ce quelque que chose ça a qu'on a répondu? lu. Pardon. Non, je demandais si ça a répondu la personne qui avait posé la question. Je ne sais pas si elle est encore là. C'était qui? J'ai envie de transmettre la question là de Vincent Roux, qui est encore là, qui nous pose cette question qui doit partager d'autres personnes aussi, sur l'évaluation. Comment évaluez-vous et avec quels outils vos actions? Donc, voilà. Je Donc, suis sûre que l'accompagnement pourra permettre de travailler la question de l'évaluation, mais déjà à l'heure actuelle, allô? Ah oui. Eliane peut-être Oui, Oui. donc nous, effectivement, régulièrement, on propose des questionnaires de satisfaction aux patients. Un questionnaire qui a été élaboré par la coordinatrice, mais bon, à partir de nos éléments. Et effectivement, ce projet, on le rediscute assez régulièrement toutes les trois. Et on est toujours ouvert à toutes les nouvelles propositions. Donc voilà. Et bien sûr, après, ce que je vous disais, c'est qu'il est rediscuté en assemblée générale. Voilà, c'est deux fois par an. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, si c'est suffisant. Hmm. Et re-questionner à chaque fin Vous de groupe m'entendez? de parole Vous par toutes m'entendez? les deux. Pardon. Oui, on vous entend. Ah, parfait. Voilà, ben, je rebondis. Ben, oui, vous avez répondu à ma question. Je ne me suis pas présenté, c'est mal poli, désolé. Non, c'est pas grave. Donc, je suis Vincent Roux, donc je suis récemment coordinateur dans une maison de santé dans le département du Gard. Et je vais dire un gros mot, je viens de l'assurance maladie, j'ai travaillé 15 ans avant à l'assurance maladie dans une CEPAM, voilà. Donc du coup, ben, je suis preneur de toutes ces expériences et merci à vous de nous faire partager tout ceci. Ça nous donne du baume au cœur pour le mettre en place. Mais je pense que, comme ça a été dit, il faut voilà, bien réfléchir à ce qu'on veut mettre en place et pas foncer tête baissée, quoi. Hmm. Réfléchir et réfléchir ensemble avec des personnes concernées le plus tôt possible dans le process d'implication. Merci. Et j'ai vu que vous aviez posé une autre question, Vincent, Oui, semble-t-il, sur... ouais. parce que je pense que le TP, enfin l'éducation thérapeutique patient, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on développe de plus en plus. Et je voulais savoir donc justement s'il y avait un listing ou un répertoire qui recense les patients qui seraient aussi formés à l'ETP Hmm. pour les intégrer dans nos programmes. Et je crois qu'une personne m'a répondu.
qui est partie. Et apparemment, oui, elle m'a mis le lien du guide, enfin du répertoire. Alors voilà, sur la plateforme ressources du partenariat en santé en Occitanie, on a un répertoire dans lequel tous les acteurs professionnels, représentants d'usagers, patients partenaires peuvent se référencer pour être mis en contact et ils peuvent dire ce qui les intéresse dans le partenariat, quelles sont leurs compétences, quelles sont leurs formations et on peut ensuite faire une recherche par localisation. Donc c'est assez récent, il y a à peu près 250 personnes inscrites pour l'instant et on compte sur tous petit à petit pour faire connaître ce répertoire et l'alimenter. Donc si jamais vous trouvez personne dans le répertoire. Vous pouvez aussi faire appel à l'équipe opérationnelle pour du réseau parce que on commence à identifier, à connaître les uns et les autres. Et il y a aussi sur le CHU de Montpellier, je crois, un annuaire des patients qui sont formés au diplôme universitaire, se former au partenariat patient-soignant, donc qui est certifiant aussi en éducation thérapeutique du patient. Donc là-bas aussi, il y a des personnes qui sont inscrites. Voilà. Juste si je peux me permettre de compléter, c'est Marina. Là-dessus, il y a effectivement le répertoire qui recense les personnes déjà formées, mais on parlait tout à l'heure de rencontres et puis de volonté. Effectivement, s'il y a aussi des usagers, alors moi je vais plutôt parler de ce que je connais le plus, c'est des personnes d'associations agréées qui veulent se former à l'éducation thérapeutique du patient. C'est des choses qui sont proposées, qui sont gratuites, en tout cas prises en charge, nous, au sein de France Asso Santé, pour des associatifs qui veulent mener des projets, qui veulent être diplômés d'ETP. Donc voilà, il y a d'autres, je sais qu'il y a plein d'autres structures aussi qui proposent cette formation d'ETP. Après, il y a toujours ce quid quand ce n'est pas au sein de France Asso Santé des financements. Mais bon, là, on a parlé d'ACI tout à l'heure. Pourquoi pas, ça peut être aussi, en tout cas, ça peut être envisagé par l'équipe de se dire que si on propose la formation à un professionnel de santé de l'équipe, pourquoi pas aussi proposer aussi à un patient partenaire qui souhaiterait être formé aussi en même temps. Et là, on est d'autant plus sur une co-construction d'un projet dès le début avec une formation initiale des parties prenantes, professionnelles et usagers. Je pense que c'est intéressant aussi de se dire que effectivement il y a le recensement, mais il y a aussi si des personnes veulent monter en compétences et en même temps pour mener le projet, c'est d'autant plus intéressant. Et juste pour revenir aussi sur les outils d'évaluation, c'est ce que disait Fabienne, mais je pense que c'est très intéressant. Et pour reprendre l'exemple de l'ETP, on a beaucoup eu de retours d'équipes qui ont monté des projets ETP qui ont passé beaucoup de temps, beaucoup d'heures, et qui sont revenus vers nous, en l'occurrence à France Asso, en disant mais on comprend pas parce que on a mis beaucoup d'énergie et il y a eu personne. Il n'y a pas eu de bénéficiaires qui sont venus à notre programme ETP. Et on voit à quel point le fait d'avoir peut-être potentiellement mis des outils d'évaluation dès le début pour se dire est-ce que ça répondait bien effectivement à un besoin, comment on a recensé, comment on a adapté aussi le programme en fonction justement directement des patients aussi que l'on a au sein de notre maison de santé pour que ce soit peut-être plus lisible aussi, la communication, l'approche auprès de ces patients qui en auraient le plus besoin. Tout ça fait que toute cette énergie qui a été mise en place pour un projet, potentiellement aurait eu un impact bénéfique tant pour le professionnel qui aurait engagé une construction, déjà une implication du patient dès le début, qu'en termes de résultats directs. Alors, c'est pas jamais assuré à 100%, mais en tout cas, déjà, on serait potentiellement sur une moins mauvaise, ou en tout cas pas une insatisfaction que l'on pourrait constater aujourd'hui de ces équipes, malheureusement, qui ont du mal après à rebondir en se disant on a mis déjà beaucoup d'énergie sur ce projet-là et difficile de repartir sur un nouveau et avec le risque de l'échec. Le partenariat peut être une clé de réussite de ces projets-là pour la suite. On en est persuadé. Merci Marina, merci beaucoup pour ces compléments d'information. Donc la cloche a sonné.
Il est l'heure de nous quitter. Donc, les 3 co-organisateurs de ce webinaire vous remercient beaucoup pour votre participation. Un immense merci à nos partageuses d'expérience. Voilà, c'est toujours très riche de partir d'expérience du terrain. Merci à vous qui êtes venus en direct, qui avez posé vos questions. Donc, du coup, c'était le dernier webinaire du partenariat en santé du COPS de l'année. Donc, rendez-vous en 2024 pour le prochain. On a un atelier d'échange de pratiques en visio qui aura pour thème agir avec les personnes concernées dans le secteur médico-social qui aura lieu le 14 décembre de 9h30 à 12h. Il est encore temps de s'inscrire. Donc, les actus sur les sites respectifs de France Asso Santé Occitanie, de la FECOP et du COPS. Et notamment en 2024 aussi, on aura en Occitanie le Congrès national d'Avec Santé sur le thème la force du collectif. Donc là, on le voit bien, force du collectif entre les pros du système de santé dans tous ces secteurs et les usagers ensemble pour la santé de chacun et de tous. Merci à tous. Le webinaire sera accessible en replay dans quelques jours ou quelques semaines et on vous souhaite une très belle fin d'année. Merci. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Merci à tous.